Toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie des jeux. Alors dans cette vidéo nous étudierons le célèbre théorème de Nash au travers d'un exemple qui est le jeu 2 pour faire suite à ce que l'on a vu dans la première vidéo. Alors, vous jouez avec un partenaire anonyme qui joue en même temps que vous et avec lequel vous ne pouvez pas communiquer. Vous êtes le joueur 1 dans le jeu suivant. Donc là, on voit les stratégies à adopter. A, B, A, B. Donc les payoffs représentent des points. Donc le premier chiffre en gras correspond au nombre de points gagnés par le joueur 1, c'est-à-dire vous. Le second au nombre de points gagnés par le joueur 2, donc votre partenaire. Et bien là, la question se pose, que jouez-vous? Et avec un instant de réflexion, vous vous dites que généralement, on va observer une proportion à peu près équivalente de réponses sur les deux stratégies. La moitié des joueurs optent pour A, l'autre moitié pour B, et un grand nombre de sujets déclarent choisir au hasard entre A et B, ce qui est logique comme nous allons le voir. Alors, avant d'étudier en détail ce jeu, donnons quelques précisions sur son nom. C'est le jeu des Magic Pennies, parfois traduit en français par jeu de l'appariement des sous. Alors, comme souvent, le nom vient de la petite histoire qui illustre généralement la présentation du jeu. Deux joueurs doivent placer simultanément une pièce, en l'occurrence un penny, sur une table, soit côté pile, correspondant par exemple à la stratégie A du jeu 2, soit côté face, correspondant à la stratégie B. Lorsque les deux pièces sont retournées sur le même côté, toutes les deux piles ou toutes les deux faces, le joueur 1 gagne alors les deux pièces. Il récupère donc sa pièce et gagne celle de son partenaire, ce qui lui donne un gain de 1 penny, qui correspond à la paire du joueur 2. Si les deux pièces ne sont pas retournées du même côté, une pile, une face, c'est le joueur 2 qui empoche les pièces et gagne donc 1 penny au détriment du joueur 1. Alors il faut savoir que le jeu des Magic Pennies a été étudié par Von Neumann et Morgenstern. Eh bien, c'est un jeu de conflit pur, un jeu à somme nulle, dans la mesure où le gain d'un joueur, un cent ou un penny, correspond dans tous les cas de figure à la perte de l'autre joueur. Notons que les jeux à somme nulle sont des cas particuliers de jeux à somme constante dans lesquels la somme des gains perçus par les joueurs est identique. Ça veut dire constante. Et ce, dans toutes les configurations possibles du jeu. Alors, revenons à ce jeu 2. L'inspection case par case de la matrice des payoffs que l'on a là permet de vérifier qu'il n'admet aucun équilibre de Nash, en tout cas tel que nous l'avons envisagé dans la vidéo concept de base, à voir la première vidéo. Jusque-là, en effet, nous n'avons considéré que les équilibres de Nash en stratégie pure, c'est-à-dire des équilibres dans lesquels chaque joueur opte pour une action avec certitude,
avec une probabilité de 100%. Le jeu 2 n'admet pas d'équilibre de Nash de ce type, mais il en possède quand même un, d'un type un peu différent, qualifié d'équilibre de Nash en stratégie mixte. Alors, une stratégie mixte peut être vue comme une stratégie aléatoire consistant à sélectionner les différentes actions possibles avec une certaine probabilité ou une certaine fréquence dans la perspective où le jeu serait joué un très grand nombre de fois. Alors on peut en donner une définition plus formelle. Donc voici la définition plus formelle. Je vous l'ai noté ici. Une stratégie mixte d'un joueur est une distribution de probabilités sur l'ensemble de ses stratégies pures. Alors, revenons au jeu 2. Dans ce jeu, jouer A avec une probabilité de 20% et B avec une probabilité de 80% constitue une stratégie mixte possible pour chacun des deux joueurs. En ce qui concerne ce jeu, on peut vérifier que le seul équilibre de Nash est un équilibre en stratégie mixte où les deux joueurs choisissent A et B avec une probabilité de 50%. Pour que des stratégies mixtes supportent un équilibre de Nash, c'est-à-dire pour qu'elles soient jouées à l'équilibre, il faut nécessairement que les deux stratégies pures donnent la même espérance de gain au joueur. Sinon, ce dernier aurait intérêt à jouer la stratégie pure la plus profitable plutôt que la stratégie mixte. Alors, je vous ai pas mis le calcul ici, mais appelons P indice 1 la probabilité avec laquelle le joueur 1 joue A et P indice 2 la probabilité avec laquelle le joueur 2 joue A. Donc pour le joueur 1, jouer A lui rapporte P indice 2 fois 1 plus 1 moins P indice 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2 fois P indice 2 moins 1. Tandis que jouer B lui rapporte P indice 2 fois moins 1 plus 1 moins P indice 2 fois 1. Ce qui nous fait un total de 1 moins P indice 2. Ainsi, A et B donnent la même espérance de gain au joueur 1 si et seulement si 2 fois P indice 2 moins 1 égale à 1 moins 2 fois P indice 2, ce qui est équivalent à P égale à 1 demi. Et de la même manière, on peut montrer que le joueur 2 ne peut jouer une stratégie mixte à l'équilibre que si P indice 1 égale 1 demi. Finalement, il existe un seul équilibre de Nash en stratégie mixte qui est caractérisé par P indice 1 égale P indice 2 égale à 1 demi, c'est-à-dire correspondant à l'adoption d'une stratégie 50-50 par les deux joueurs. D'une manière beaucoup plus générale, Nash obtient un très beau résultat mathématique. Il démontre que si l'on admet les stratégies mixtes, tout jeu statique fini, c'est-à-dire caractérisé par un nombre fini de joueurs et un nombre fini de stratégies pures, admet au moins un équilibre. Ce qui donne le théorème suivant. Voilà, comme je vous l'ai mis. Tout jeu statique admet au moins un équilibre de Nash, éventuellement en stratégie mixte. Alors ce résultat est fondamental car il assure l'existence d'un équilibre, ce qui est une garantie appréciable pour les utilisateurs de la théorie des jeux, notamment les économistes.
Cependant, l'existence n'est assurée que si l'on considère les stratégies mixtes. Or, si ce type de stratégie peut être raisonnable dans certains jeux de société, poker, pierre-feuille-ciseaux, ou plutôt papier, caillou, ciseaux, comme on l'appelle, ou dans certains sports, où une stratégie aléatoire permet aux bons joueurs de devenir prévisibles, elles sont évidemment beaucoup plus difficiles à interpréter dans le cadre d'un modèle économique. Mais il y a toutefois des applications économiques intéressantes, mais très spécifiques, dans lesquelles les stratégies mixtes ont un sens. Par exemple, dans les domaines de l'audit, de l'inspection de qualité ou encore du contrôle fiscal, des politiques de contrôle aléatoire qui sont souvent utilisées. Dans la grande majorité des cas, cependant, les acteurs économiques, entreprises, ménages, États, ne jouent pas à pile ou face leurs choix stratégiques. Ainsi, si les stratégies mixtes assurent sur un plan purement théorique l'existence d'un équilibre de Nash, elles ne semblent pas toujours interprétables, en tout cas pour l'économiste. Il faut toutefois largement nuancer ce dernier point, car il y a en effet plusieurs interprétations possibles du concept de stratégie mixte. Les deux principales sont celles identifiées par Nash lui-même. Alors, tout d'abord, étudions l'interprétation naïve. Selon cette interprétation, le joueur choisit de manière aléatoire, par tirage au sort, par exemple, en utilisant une roulette ou en tirant à pile ou face lorsque la stratégie mixte est une stratégie 50-50. Il s'agit de l'interprétation rationnelle et idéaliste selon les propres termes de Nash. C'est manifestement cette interprétation qui peut poser problème quand elle est appliquée à certains contextes économiques. Voilà pour l'interprétation naïve. Maintenant, passons à l'interprétation de l'action de masse ou de la grande population. Comme la première, cette interprétation est envisagée par Nash, même si elle apparaît uniquement dans la version non publiée de sa thèse. Très schématiquement, la stratégie mixte peut être vue comme le comportement moyen d'une grande population de joueurs qui seraient confrontés au jeu de manière aléatoire. En imaginant que le jeu est joué par des individus tirés au sort dans une population très grande, infiniment grande en fait, les probabilités définissant la stratégie mixte correspondent aux probabilités qu'un individu choisi au hasard dans la population opte pour les différentes stratégies pures qui lui sont proposées. Alors, reprenons notre exemple du jeu 2 avec comme unique équilibre de Nash l'équilibre en stratégie mixte dans lequel chaque joueur A et B avec une probabilité de 50%. Selon l'interprétation naïve, l'équilibre de Nash signifie qu'un joueur rationnel devrait tirer au sort, à pile ou face par exemple, pour savoir s'il joue A ou B, et s'en tenir au résultat du tirage au sort. On notera à cet égard qu'un grand nombre de sujets déclarent effectivement choisir au hasard entre A et B face au jeu 2. Selon l'interprétation de l'action de masse, l'équilibre de Nash signifie que si l'on considère une très grande population jouant le jeu 2,
50% des individus devraient opter pour l'action A et 50% pour l'action B, conformément d'ailleurs aux observations expérimentales. Alors, les résultats expérimentaux provenant du jeu 2 semblent favorables au concept d'équilibre de Nash en stratégie mixte. Malheureusement, ce résultat n'est pas général. Par exemple, Goeree et Holt montrent que dans les jeux où l'équilibre de Nash en stratégie mixte est plus compliqué, au sens où il ne repose pas sur des stratégies 50-50, les observations expérimentales peuvent s'éloigner très nettement de l'équilibre théorique. Ainsi, dans les jeux de type matching pennies, la prédiction de l'équilibre de Nash en stratégie mixte semble ne fonctionner que par coïncidence lorsque les payoffs sont symétriques. Finalement, d'une manière générale, les résultats expérimentaux concernant les équilibres en stratégie mixte sont au mieux mitigés, même si certaines études de terrain dans le domaine du sport de compétition notamment donnent des résultats plus favorables. Et c'est pourquoi on va voir tout de suite les sports de compétition. Donc, passons aux stratégies mixtes dans le sport de compétition. Alors, la première étude mobilisant des observations sur les sportifs afin d'évaluer la pertinence du concept d'équilibre en stratégie mixte est due à Walker et Wooders. Dans cette étude, les auteurs s'intéressent au tennis et plus précisément au jeu stratégique que constitue le service. En effet, lors d'un service, deux joueurs, le serveur et le relanceur, sont engagés dans une interaction stratégique. Le gain issu du jeu pour chaque joueur se ramène à la probabilité de gagner le point. Le serveur doit choisir entre deux stratégies, servir croisé ou servir décroisé, et compte tenu de la vitesse de la balle de service, qui est bien souvent à plus de 200 km/h, le relanceur est obligé, peut-être inconsciemment, d'anticiper, ce qui l'amène lui aussi à choisir entre croisé s'il anticipe un service croisé et décroisé s'il anticipe un service décroisé. Ainsi, on peut considérer que les deux joueurs jouent simultanément et non pas séquentiellement. Et je vous ai mis une figure qui résume les choix des deux joueurs. Donc le serveur peut servir croisé et peut servir décroisé. Alors, suivant la terminologie utilisée dans cette figure, les stratégies sont définies de la manière suivante. Lorsque le serveur sert côté avantage AD, il joue sur la gauche du relanceur, G. Lorsqu'il croise, alors qu'il joue sur la droite du relanceur, D. Lorsqu'il décroise. Lorsque le serveur sert du côté égalité, donc deuce, il joue sur la gauche du relanceur G lorsqu'il décroise, alors qu'il joue sur la droite du relanceur D lorsqu'il croise. Dans tous les cas, le relanceur se place au milieu et choisit d'anticiper sur sa gauche G ou sur sa droite D. Alors, dans ce jeu, les gains des joueurs dans les différentes configurations se ramènent à la probabilité de gagner le point.
Sur la base des statistiques des grands matchs professionnels, les valeurs sont généralement proches de celles présentées dans le tableau suivant. Dans chaque case, le premier chiffre correspond à la probabilité en pourcentage que le serveur gagne le point et le second à la probabilité complémentaire que ce soit le relanceur. D'après le tableau, il est évident que la probabilité pour le serveur de remporter le point est nettement plus élevée lorsque le relanceur anticipe mal le service. Par exemple, un joueur servant à gauche du relanceur alors que celui-ci a anticipé sur sa droite à 79% de chance de gagner le point, alors que dans le cas où le relanceur a bien anticipé sur sa droite, il a 79% de chance de gagner le point, alors que dans le cas où le relanceur a bien anticipé, cette probabilité d'empocher le point tombe à 58%. Tout est donné dans ce tableau. Alors on est en droit de se poser la question suivante. Quel est l'équilibre de ce jeu ? Il s'agit d'un jeu à somme constante classique dont on détermine aisément l'unique équilibre de Nash en stratégie mixte. En appelant S indice G la probabilité à l'équilibre que le serveur joue G, S indice D la probabilité qu'il joue D, R indice G la probabilité à l'équilibre que le relanceur joue G, et R indice D la probabilité d'équilibre que le relanceur joue D, on peut facilement vérifier que l'unique équilibre de Nash en stratégie mixte est caractérisé par, je ne vous l'ai pas mis ici, mais SG égale 0,5333, SD égale 0,4667, RG égale 2 tiers et RD égale 1 tiers. Alors, quelle prédiction peut-on faire à partir de l'analyse théorique du jeu ? Par la définition même d'un équilibre en stratégie mixte, les deux stratégies pures G et D doivent à l'équilibre rapporter exactement le même gain du joueur. Ainsi, pour le serveur, le pourcentage de réussite, c'est-à-dire le taux de points gagnés, doit être le même lorsqu'il sert à droite ou qu'il sert à gauche. Walkers et Wooder ont étudié 10 grandes finales de tournois du Grand Chelem ou du Masters. Le tableau suivant donne les résultats agrégés pour l'ensemble de ces 10 matchs, comme vous pouvez voir ici. Alors ce tableau est vraiment impressionnant. Sur l'ensemble des 10 matchs analysés, ce qui représente en tout 3026 services, la fréquence observée des deux stratégies pures, 54% de G, 46% de D, est très proche de la stratégie mixte du serveur à l'équilibre de Nash, et les taux de points gagnés sont quasiment identiques pour les deux stratégies, 64% pour G et 65% pour D, conformément à la prédiction théorique. Une autre propriété de l'équilibre de Nash en stratégie mixte est que les joueurs doivent effectivement choisir aléatoirement entre les stratégies. Ainsi, il ne doit pas y avoir de corrélation entre les choix présents et les choix passés.
Cette propriété n'est toutefois pas vérifiée dans l'étude de Walker et Wooders. En effet, les joueurs modifient leur choix trop fréquemment par rapport à une décision aléatoire, ce qui signifie qu'il n'y a pas indépendance entre les actions présentes et les actions passées. Ce résultat vient quelque peu nuancer la conclusion des auteurs en faveur de la théorie des stratégies mixtes. Alors, le même type d'étude a été mené sur les penalties au football par Chiapori, Levitt et Grosclose et par Palacios Hurta. Comme le service au tennis, le penalty au football est une situation simple d'interaction stratégique entre deux joueurs, le tireur et le gardien, ayant les caractéristiques d'un jeu à somme constante. Alors, considérons de manière symétrique au tennis que les deux joueurs aient deux stratégies. Le tireur peut choisir de tirer sur sa droite, donc D, ou sur sa gauche, donc G. Compte tenu de la force de frappe du tireur, le ballon met environ 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes de seconde pour arriver sur la ligne de but. Par conséquent, le gardien doit à tout prix anticiper un tir à droite, donc D, ou un tir à gauche, donc G. Autrement dit, il s'agit bien d'un jeu simultané, les deux joueurs ignorant le choix de l'autre au moment de faire le leur. La figure que je vous ai mise résume les choix des joueurs. Donc on a le tireur qui peut tirer à gauche, le gardien qui peut plonger à gauche, le tireur qui peut tirer à droite, le gardien plonger à droite, et ainsi de suite. Dans ce jeu à somme constante, le gain du tireur correspond à la probabilité d'inscrire le but, alors que celui du gardien est simplement la probabilité complémentaire, c'est-à-dire la probabilité que le tireur échoue. Sur la base des 1417 tirs de penalty analysés par Palacios Huerta, les valeurs des gains sont celles présentées dans le tableau suivant, que je vous mets tout de suite. Alors, dans chaque case, le premier chiffre correspond au gain du tireur, c'est-à-dire la probabilité en pourcentage qu'il marque, et le second au gain du gardien, la probabilité complémentaire, donc que le tireur rate. Alors, déterminons l'unique équilibre de Nash en stratégie mixte de ce jeu. Appelons T indice G la probabilité à l'équilibre que le tireur tire à gauche, T indice D la probabilité d'équilibre qu'il tire à droite, G indice G la probabilité à l'équilibre que le gardien plonge à gauche, et G indice D la probabilité d'équilibre que le gardien joue à droite. L'unique équilibre en stratégie mixte est caractérisé par T indice G égale 0,39, T indice D égale 0,61, G indice G égale 0,42 et G indice D égale 0,58. Je vous laisse faire les calculs. Alors, les données de Palacios Huerta concernent 1417 pénaltys tirés dans les matchs de championnat espagnol, italien ou anglais. Et le tableau que je vous ai mis compare au niveau agrégé les stratégies observées avec les prédictions théoriques. Ce tableau montre que les observations sont très proches des prédictions théoriques. Ainsi, l'équilibre en stratégie mixte s'avère être un bon modèle prédictif
des stratégies effectives adoptées par les tireurs et les gardiens. Pour un joueur donné, le concept de stratégie mixte implique qu'il doit avoir le même taux de réussite sur les deux stratégies pures. Prenons par exemple le cas de Zinedine Zidane, très bien connu des Français. Sur 40 pénaltys observés, il a tiré 19 fois à gauche, soit 48%, et 21 fois à droite, soit 52%, avec des taux de réussite quasiment identiques de 74% et 76%. Ainsi, Zinedine Zidane serait-il, en plus d'être un excellent joueur, un excellent théoricien des jeux. Bien entendu, les choix stratégiques des tireurs de pénalty ou des gardiens sont largement inconscients. Simplement, leur immense expertise du jeu les conduit naturellement à opter pour les stratégies optimales. Hop, je vais finir sur ça. Alors, comme le note Palacios Huerta, les résultats montrent qu'ils agissent instinctivement et intuitivement comme s'ils étaient programmés avec une grande précision pour jouer correctement ce jeu de stratégie. Cela n'est guère surprenant. Après tout, leurs compétences et leur instinct se sont développés sur des années, parfois des décennies, de pratique intensive du football. Palacios Huerta montra également que les décisions des joueurs sont bien aléatoires et que par conséquent, les choix présents sont indépendants des choix passés. Ainsi, et contrairement à ce qui est observé dans l'étude sur le tennis de Walker et Wooders, la seconde implication de l'équilibre de Nash en stratégie mixte est également vérifiée. Voilà ce qui termine notre vidéo sur le théorème de Nash. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.